stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Focus. On va revenir sur un cas en particulier dans ce podcast. On va revenir sur le cas de Yann-Aurel Bisseck. On va faire un focus particulier sur lui. Donc, on va essayer au fur et à mesure des semaines avec un seul des chroniqueurs du coup de la Bene Amata de vous faire des petits focus particuliers sur des joueurs, sur une situation spécifique. Donc, normalement, vous avez l'habitude des épisodes qui durent 45-50 minutes. Là, on essaiera de faire un petit peu plus court, en une vingtaine, une trentaine de minutes, grand maximum. Et surtout, ça sera sur un seul sujet précisément. Et on sera à deux. Et aujourd'hui, du coup, on est avec Lorenzo pour nous accompagner sur ce premier format, même si ça reste dans le focus. Comment ça va, Lorenzo? Bah ça va, tranquille. Et toi? Surtout content de cette victoire de l'Inter face à Leipzig qui nous permet de continuer notre bonne série en Ligue des Champions. Et on fait ce podcast, même si vous allez l'écouter après la Fiorentina, on fait ce podcast, nous, après le match contre Leipzig, avec notamment un Yann-Aurel Bisseck qui a dû remplacer un Benjamin Pavard blessé, mais ce sera dans l'une de nos rubriques. N'oubliez pas, pour les auditeurs, de bien penser à vous abonner sur la chaîne YouTube et la chaîne Spotify de la Bene Amata. D'ailleurs, j'ai vu que sur la radio libre, ça vous plaît de plus en plus. Il y a une vraie audience. Alors, c'est vrai que c'est plus après que les radios libres a été diffusées que pendant la radio libre. N'hésitez pas évidemment à venir pendant cette radio libre pour intervenir et donner votre avis sur les différents sujets que Gualtiero nous concocte. Mais au moins, je vois que la radio libre vous plaît sur ce format et c'est pour le mieux. Lorenzo, on va commencer avec notre Yann-Aurel Bisseck national. Déjà, toi, voilà un petit bilan de cette saison, parce que c'est vrai qu'on a fait plein de mini-bilans un peu de la saison de l'Inter au fur et à mesure avec différents, épisodes, avec différents passages, avec différentes dynamiques pour les Nerazzurri. On n'a pas pu s'attarder spécialement sur le cas de Yann Bisseck, si ce n'est au début de saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ces premiers 4 mois j'allais dire de l'international allemand, j'espère du futur international allemand? Mais il a le potentiel en tout cas. Il s'est bien rattrapé. Moi, je vais prendre le mot rattrapé parce que on se rappelle de son match face au Genoa qui était compliqué. On s'est vite rendu compte, que l'âge l'avait rattrapé en n'étant pas serein dans ses, prises de décision en défense, sur ses tacles, il avait beaucoup de choses à rattraper. Et honnêtement, ce match face à Manchester City l'a bien rassuré. Là, on sent un Bisseck qui est redevenu le Bisseck qu'on a connu l'année dernière, concentré, peu d'erreurs. Quand il sait pas faire, il reste dans ce qu'il doit faire, donc défendre. On lui demande pas forcément de faire du Pavard, de monter avec la balle, de tenter d'apporter le surnombre. Il sait que voilà, ça, il doit progresser là-dessus et je trouve qu'il le fait de mieux en mieux et c'est très bien pour lui. Et comme tu as dit, là, prochainement, il va peut-être avoir même une place de titulaire parce que Pavard est blessé. J'ai pas trop regardé les nouvelles, je sais juste qu'il est blessé jusqu'à fin 2025. Non, jusqu'à que la fin 2024 soit terminée. Donc, moi, j'attends encore beaucoup de lui, il est jeune et en tout cas, pour le moment, c'est prometteur. On est sur un joueur qui a un vrai beau potentiel, qui voilà, a eu cette petite faille contre le Genoa, avec voilà, cette main qui a été concédée. D'ailleurs, pour souligner Lorenzo, ça nous permet de revenir sur son début de saison et tu me diras ce que tu en penses. Inzaghi ne l'a pas, entre guillemets, banni du groupe et même de la rotation et il a continué de lui faire confiance les prochains matchs. Alors là, bon, on est sur un spécial Bisseck, mais c'est un point aussi à souligner côté Inzaghi. Euh, Peut-être que sur sa première saison ou deuxième saison à l'Inter, un joueur comme Bisseck, avec l'âge de Bisseck et le peu d'expérience de Bisseck, même s'il a joué toute la saison dernière, il a joué des matchs importants,
on aurait fait les frais et serait resté sur le banc beaucoup plus longtemps. Et c'est déjà arrivé à des joueurs sous l'ère Inzaghi, que ce soit à la Lazio ou que ce soit à l'Inter, Lorenzo. Bah, en fait, déjà Inzaghi, là où il nous surprend surtout pour le cas Bissek, c'est qu'il fait jouer les jeunes. Ce que on lui a toujours reproché. Déjà, Lazio, beaucoup de supporters lui reprochaient. Moi, je me rappelle du cas Cataldi, que soit il jouait pas. Pendant un moment, il l'a prêté, à un moment, il en voulait plus. On ne savait pas trop. Et avec l'Inter, on sentait qu'il partait un peu dans le même but, dans les mêmes idées, parce que Aslani, par exemple, cas similaire, il le fait jamais jouer. On ne sait pas s'il le veut vraiment, on ne sait pas si c'est un de ses choix en plus. Donc voilà. Par contre, Bissek, on sent que c'est une autre gestion. On a vraiment l'impression que c'est lui qui l'a réclamé et qui prend son temps pour le mettre vraiment titulaire, pour lui apporter vraiment de la confiance. Parce que souvent, on sait que chez des joueurs, surtout comme Bissek, qui vient d'un championnat danois, qui est assez faible, même sans manquer de respect au championnat danois, il a su prendre son temps, lui montrer de la gratitude, même quand il est bon, parler de lui et surtout lui donner du temps de jeu, comme il a fait l'année dernière avec contre Benfica en Ligue des Champions. On est sur une gestion différente de Simone Inzaghi, qui n'est pas d'ailleurs pour nous déplaire sur ça. Donc c'est aussi un défaut qu'il a corrigé pour, euh, pour s'améliorer, grandir et surtout voilà, ne pas bannir des joueurs pendant de longues périodes, parce que c'est vrai que ça arrivait que les joueurs ne revoyaient pas la lumière pendant un petit moment, que ce soit des jeunes joueurs ou des joueurs un peu plus expérimentés. On va revenir toujours sur notre saison de Jan-Noël Bissek, qui a pris de plus en plus de place avant même cette blessure de Benjamin Pavard. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, que voilà, notamment cette première titularisation contre Manchester City et même ce match contre Arsenal, c'est quand même aussi des signes forts? En fait, c'est surtout pour peut-être lui montrer que même s'il a commis une erreur, il est jeune, il a besoin d'apprendre, et c'est dans ces matchs-là qu'un joueur est plus concentré. Je pense que quand tu joues contre le Genoa et que tu joues contre Manchester City, c'est pas la même pression, c'est pas le même événement non plus, parce que là, tu joues en Ligue des Champions face à un des favoris du titre en plus. Donc, ça lui a surtout permis à Bissek de voir la confiance qu'Inzaghi avait en lui et que c'était maintenant à lui de montrer ça et de lui donner du respect parce que Inzaghi lui montre du respect, c'est à lui de lui redonner du respect derrière en faisant son travail, en défendant correctement, en plus en ayant un gros client quand on sait qu'il allait devoir défendre sur Haaland et qu'on sait que Haaland est un morceau impressionnant à jouer qui est physiquement, pour moi, l'un des meilleurs joueurs au monde, physiquement, parce qu'il peut bouger n'importe quel défenseur. À des moments, il l'a pris, je l'ai pas vu souffrir physiquement, je l'ai pas vu avoir une pression incroyable. Et même face à Manchester City, honnêtement, on m'aurait dit qu'il avait 23, 24 ans, j'aurais pas cru. Oui, là, on est sur un joueur qui a passé un cap aussi sur ce début de saison. Je le trouve quand même aussi moins déconcentré. Il y a eu quelques sauts de concentration l'année dernière. On se souvient de son premier match, notamment en Ligue des Champions, avec cette première mi-temps calamiteuse contre Benfica. Et ensuite, il a tout de suite un peu retourné cette situation, notamment justement sur cette deuxième mi-temps contre Benfica, en passant l'un des pires joueurs sur la première mi-temps à l'un des meilleurs joueurs sur la deuxième mi-temps. Donc, on a senti tout de suite ce caractère pour Yann Bissek. Sur la saison aussi, un peu, on va pas parler que de stats, mais il y a certaines stats aussi qui sont plutôt intéressantes, notamment défensivement, pour parler de sa saison en Champions League, parce que déjà c'est là où il a joué 4 matchs titulaires, 4 matchs et demi, on va dire, parce qu'il a quand même joué 45 minutes contre Leipzig il y a quelques jours. C'est le défenseur, il n'y a aucun défenseur qui fait mieux que lui en termes de pourcentage de tacles réussis, il est tout simplement à 100%. C'est aussi l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue des Champions côté interception, avec 2 interceptions par match en moyenne, l'un des meilleurs aussi sur les tirs bloqués, où mine de rien, ça montre aussi qu'il sort sur le porteur du ballon pour dévier les frappes. On l'a vu d'ailleurs sur Leipzig où il y avait quelques occasions qui auraient pu être dangereuses, mais Bissek qui sort tout de suite. Et ça, je
pense que les auditeurs fidèles du podcast savent à quel point j'aime les défenseurs qui arrêtent, qui ne reculent pas pendant 3 jours et qui finissent à la fin dans la tribune de la Courva. Donc ça aussi, voilà, c'est un défenseur qui est proactif. Et aussi, et ça, une stat qui, je pense, va pas tellement vous impressionner, vu le gabarit de Bissek, c'est l'un des joueurs qui remporte le plus de duels aériens euh, dans cette Ligue des Champions. Et c'est pour ça que j'ai pris volontairement les stats en Ligue des Champions, parce qu'elles sont vraiment marquantes sur le phénomène et même la saison que fait Yann Bissek, parce que c'est là où il fait ses meilleures performances, sans oublier évidemment l'aspect Serie A, mais il joue quand même un petit peu moins en Serie A, 8 matchs pour 5 titularisations. Donc il a presque autant de titularisations en Ligue des Champions qu'en Serie A, alors qu'on est à la 13e journée, on approche la 14e journée. Voilà sur les stats un petit peu que je viens de donner pêle-mêle. Lorenzo, est-ce que tu veux réagir? Est-ce qu'il y en a une qui te marque particulièrement? Est-ce qu'il y en a une qui est symbolique de son début de saison? Alors, moi, je ne vais pas m'attarder sur ses points forts. Moi, justement, je vais m'attarder sur ses points faibles. Parce que je me dis, ok, c'est parfait qu'il arrive à avoir 100% de tacles, c'est très bien, qu'il soit très fort de la tête, c'est ce qu'on lui demande aussi. Moi, ce que je lui demande par contre, c'est dans les interceptions, où je trouve que parfois, il se rate un peu et il est hésitant, et c'est là qu'on peut en parler de ses sauts de concentration. Et surtout, moi, je trouve qu'il a des sauts de concentration qu'il a pas en Ligue des Champions. En Serie A, moi, je trouve qu'il en a beaucoup. Quand c'est, par exemple, je me rappelle de son match face à la Juventus, on a tapé sur les doigts de Dumfries, mais Bissek n'était pas non plus, complètement, comment dire? Bah, il était pas, non plus neutre dans ce match nul. Lui aussi, il a été coupable, et je trouve que ça montre à quel point ce défenseur peut être très fort, comme il a encore sur des choses et des points à travailler, comme sa concentration, les interceptions et son agressivité. Parfois, je le trouve beaucoup trop gentil parce que comme tu dis, c'est un joueur quand même qui de la tête en impose, physiquement en impose vu qu'il réussit ses tacles et tout. Donc ça prouve que c'est un joueur qui peut, encore progresser sur beaucoup de choses. Maintenant, faut qu'il arrive à comprendre que la Ligue des Champions, si tu arrives à te booster en Champions, c'est bien, mais il faut que tu sois pareil en Serie A. Parce que moi, en Serie A, je le trouve pas aussi rassurant qu'en Ligue des Champions, et c'est ça que je lui reproche. Eh bien, ce que tu dis, c'est notamment confirmé par les stats, parce que, donc, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il avait 100% de tacles réussis en Ligue des Champions. Ce pourcentage tombe à 60% en Serie A. Sur les duels aussi remportés, on en a moins en Serie A. Sur les duels aériens remportés, on en a moins en Serie A. Les interceptions, notamment par exemple en Ligue des Champions, il tourne à 2 par match. En Serie A, il tourne à 0,76. C'est plus de la moitié en moins. Et, euh, et aussi notamment sur une stat, voilà, c'est sur les tirs bloqués, où ça chute aussi quand même un peu en championnat, même si c'est pas la stat qui descend le plus. Là, Ouais, c'est mais ça par te rapport montre quand même. au duel remporté ou au tacle réussi qu'il a chute drastiquement. Là, en Ligue des Champions, les tirs bloqués, c'est quand même un joueur qui sort sur le porteur adverse, en tout cas en général. Oui, mais en fait, c'est surtout là où moi je te dis que je trouve qu'il faut qu'il progresse et qu'il arrête de se dire, bon, en Ligue des Champions, faut que je sois comme ça, faut que je sois imparable et tout. Et qu'en championnat, bon, bah, je la joue un peu cool. Il y a mon pote Dumfries, bah, on va faire un peu n'importe quoi avec lui en défense parce que souvent, il se permet des petites cagades qu'il n'a pas à faire qu'il fait pas en Ligue des Champions, mais qu'il va faire en championnat. Et ça, je lui reproche, par exemple. Faut qu'il comprenne. Mais ça, c'est un problème sur beaucoup de joueurs, hein. Moi, j'en vois beaucoup de joueurs où c'est en Ligue des Champions, nous sommes parfaits. Et il n'y a pas que lui, attention, il y en a beaucoup où c'est le cas, hein. Il y a beaucoup de joueurs où en championnat, moi, Taremi, je trouve que par exemple, quand il rentre en championnat, en cours de jeu, en championnat, il met pas la même intensité qu'il met en Ligue des Champions. Après, je veux pas lui taper dessus parce que lui, il doit s'adapter encore à ce style de jeu. Mais Bissek, c'est bon, ça va faire 2 ans bientôt qu'il est au club. Faut que tu comprennes qu'il y a le championnat et la Ligue des Champions. Si tu es fort en Champions, tu dois être bon en championnat. Tu dois pas laisser l'un pour être bon dans l'autre. C'est une marge de progression pour pas mal de joueurs. Lorenzo, on va passer à cette blessure de Benjamin Pavard qui va très certainement avantager Yann Bissek parce que donc Darmian est le remplaçant entre guillemets peut-être naturel si on parle comme ça
de Pavard avec cette absence du coup jusqu'en 2024, jusqu'en 2025, on va faire grosso modo, parce que ça parle de fin décembre. D'ailleurs, ça laissera un peu plus de place à Tayan Buchanan, ce qui ne serait pas pour nous déplaire, hein, pour avoir notre ami canadien un peu plus sur le côté droit. Mais revenons du coup à l'absence de Pavard, qui sera comblé par Darmian et Bissek. En sachant que Darmian a quand même un temps de jeu vraiment moindre, hein, ces dernières semaines, suite aux bonnes performances de Dumfries et bah, à la double utilisation de Pavard et Bissek. Qu'est-ce que tu vois pour les prochaines semaines, Lorenzo, notamment le prochain match contre la Fiorentina? On a un match contre Parme, on a le match contre le Bayer Leverkusen. Après, niveau gros, bon, on a la Lazio qui arrive, mais bon, voilà, on a la Fiorentina et la Lazio dans les gros matchs en championnat, mais je pense que le révélateur, ce sera évidemment le Bayer Leverkusen d'ici quelques semaines, Lorenzo. Qu'est-ce que tu vois pour tous ces gros matchs, notamment? Est-ce que Inzaghi va y aller à la sécurité avec Matteo Darmian, qui a assuré des bonnes prestations à ce poste-là? On pense notamment contre Porto. Ou est-ce que Mister Inzaghi va décider que c'est le moment, c'est le Bisec time et on lance Bisec dans le grand bain pour ces échéances-là, Serie A et Ligue des Champions confondues, parce qu'on sait qu'en Serie A, notamment le match contre Leverkusen compte juste avant la Lazio, donc possible qu'il y ait aussi des rotations, vu que c'est la spécialité d'Inzaghi de faire des rotations en Ligue des Champions. Mais moi, c'est peut-être même plus les matchs contre la Fiorentina et la Lazio qui m'intéressent, parce que je pense très certainement que Bissek jouera ce match contre Leverkusen, mais la Fiorentina qui arrive dans quelques jours et la Lazio dans quelques semaines, Lorenzo, qui sera le titulaire? Bah, pour moi, comme je l'ai dit avant, faut qu'ils comprennent que la Ligue des Champions et le championnat, c'est le moment de passer outre, en fait. Faut qu'il arrête de se dire, et j'en reviens encore là-dessus, qu'il arrête de se dire, bon, je vais te concentrer en Champions et pas en championnat, donc il sera forcément titulaire, soit face à la Lazio, soit à la Fiorentina. Sachant que les deux équipes, il aura un gros client en face. Que ça soit la Lazio ou la Fiorentina, il aura un gros client en face. Parce que c'est deux équipes qui tournent très bien. Leverkusen, même si ça tourne bien, attention, c'est pas le Leverkusen de l'année dernière, donc ça peut mieux se gérer. Moi, je le vois bien mettre Darmian titulaire face à Leverkusen, comme il peut le mettre titulaire contre la Lazio ou même la Fiorentina. Ça sera à Inzaghi de décider, mais oui, je pense qu'il y aura un Bisec time et ce sera peut-être pour lui le moment surtout de dire le futur, c'est moi, parce que Darmian, bah, il est proche de prendre sa retraite aussi, hein, il a dans les 35-36 ans, si je ne me trompe pas. Donc ça va être un moment donné à lui de prouver qu'il est capable de prendre la relève et comme tu as dit aussi à Buchanan de se faire une place parce que Darmian ne pourra pas jouer en piston et en défense centrale. Je le vois mal enchaîner les deux postes d'un coup. Donc le Bisec time, je le vois bien mis en place contre la Fiorentina dès ce week-end. Donc dès la Fiorentina, Yann Bissek titulaire. Ça, c'est sûr. Bah, pour moi, de toute façon, il doit le lancer au bout d'un moment. Il pourra pas le préserver, lui faire comprendre tu joueras que la Champions League, tu vas jouer que la Champions League. Non, faut qu'il comprenne à un moment donné qu'il y a le championnat aussi à jouer à côté. Très bien. Moi, franchement, je te pose la question parce que je suis quand même indécis. Je sais pas quoi. La Lazio, il faut voir qu'est-ce qui va se passer entre-temps, comment Inzaghi va gérer. Donc, la Lazio, je, je suis dans le flou parce que c'est dans longtemps. Pour moi, Bissek jouera contre Leverkusen, très certainement. Mais la Lazio, je suis dans le flou parce que c'est dans longtemps. Il faut voir du coup la continuité des performances. Mais la Fiorentina, post-blessure de Pavard, est-ce qu'il va jouer la sécurité parce que est-ce qu'il va jouer la sécurité avec Darmian ou est-ce qu'il va jouer mineur le profil parce qu'il va avoir Moiskin, même si pour moi Moiskin sera plus dans la zone de De Vrij, et surtout Goodmanson. Et là, c'est un problème, on va dire, différent aussi à gérer. Et potentiellement, donc là, on est sur des joueurs mobiles. Enfin, avec Moiskin, on est sur un joueur mobile et physique. Goodmanson, un joueur mobile et technique. Donc, ça va être des choix qui vont être intéressants pour notre ami Yann Bissek et aussi pour Inzaghi, où ça serait intéressant de voir est-ce qu'il va choisir la continuité avec les bonnes performances de Yann Bissek ou est-ce qu'il va choisir
la sécurité avec Darmian. D'ailleurs, aussi, Lorenzo, avant de passer au dernier sujet, est-ce que, alors peut-être moi c'est juste une impression que je me fais, mais quand je lis Simone Inzaghi en conférence de presse, quand je vois aussi un peu la manière dont il l'utilise et tout, est-ce que tu vois peut-être une certaine affection, une certaine relation entre aussi Bissek et Inzaghi? Tu sens qu'un peu ça peut être un peu son jeune protégé, un joueur qu'il essaye de développer notamment. Il le met beaucoup en avant aussi dans les conférences de presse. Il est satisfait de son rendement. Il lui donne de plus en plus de temps de jeu. On parlait justement du fait qu'il n'a pas été banni après son erreur contre le Genoa qui coûte un match. Est-ce que toi, là, on pourrait se dire que si Inzaghi voilà, reste à l'Inter pendant les prochaines saisons et que Yann Bissek aussi, ça peut faire aussi une genre de relation préférentielle comme il a pu l'avoir avec De Vrij au début, avec Acerbi aussi par la suite, avec Mkhitaryan aussi à l'Inter. Voilà ce genre de relation un peu de protégé, si je peux appeler ça comme ça. Non, peut-être, parce que bon, on voit que Pavard se blesse beaucoup quand même ces 2 saisons chez nous. Actuellement, il s'est quand même souvent blessé, et à cette période en plus. Donc, il sait que physiquement, Pavard est un joueur fragile, et on voit que il a confiance en Bissek, il a confiance en Darmian, mais moi, ce que j'ai surtout remarqué ces dernières années, c'est qu'il mettait moins Darmian en défense centrale et un peu plus Bissek. Donc, ça prouve qu'il est en train de faire la transition petit à petit. Donc, oui, je pense que si Inzaghi reste, Bissek pourrait prendre une place de titulaire et pourquoi pas de Toli. Et ben, ça nous amène un peu à notre dernier débat sur Yann Bissek. Un peu de petite question quand même avant. C'est bien de changer les conducteurs à la dernière seconde. Comme ça, on reparlera du poste libéraux ou central droit à l'avenir pour Bissek. J'en parlais dans mon introduction. Lorenzo, la Nationalmannschaft, il y a des places peut-être à prendre, en tout cas dans la liste, peut-être pas en tant que titulaire tout de suite, mais il y a des places à prendre dans la liste. Bon, on ne dit pas qu'en mars, que Yann Bissek sera appelé, mais si tu devais évaluer un peu la distance qui le sépare d'une liste de Nagelsmann, est-ce que tu la situerais courte? Voilà, il y a encore peu de choses à faire pour que Bissek intègre la liste. Il y a quand même, ou alors pour toi, il y a quand même encore pas mal de chemin à parcourir pour Bissek, pas mal d'étapes à franchir pour qu'il rentre dans les listes régulières de Julian Nagelsmann. Facile. Si je te dis Bissek de Ligue des Champions, tous les jours, il est dans la liste. Si tu mets Bissek du championnat, il peut être dans la liste quand même, mais avec des garanties d'arrêter d'avoir ses sauts de concentration. Mais sinon, pour moi, vu que l'Allemagne a des gros problèmes sur la défense, oui, il peut être appelé tous les jours et même voire pour être titulaire. Moi, je pense qu'il manque l'aspect titulaire pour être dans la liste parce que tu as quand même Rudiger, Schlotterbeck, Zule, Jonathan Tah. Là, on parle quand même de titulaires aussi dans leur club. Ils ont plus l'avantage de jouer en Allemagne, si ce n'est Rudiger qui, lui, joue quand même au Real Madrid. Donc, je pense qu'il manque ça. Il manque cet aspect titulaire à l'Inter pour intégrer la liste de Nagelsmann. Parce que je pense que ça passerait moins quand même pour le moment, un remplaçant même très performant de l'Inter qui n'a pas le statut titulaire, soit appelé avec la Mannschaft. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, tout ce que je vois, c'est que je vois un Rudiger vieillissant qui, sur cette saison, montre que là, il est vers la fin de cycle. Ta, c'est pas un joueur qui, même si l'année dernière, il était très bon, qui te donne de l'assurance parce qu'il est souvent blessé. Zoule, ça dépend aussi des périodes parce qu'il peut être très bon comme très faible. Et comme j'ai dit, en fait, l'Allemagne, je trouve qu'en défense centrale, c'est là où ils ont des gros problèmes. Et on le voit avec la sélection, ils ont pas une défense incroyable. Ils prennent souvent des buts un peu nuls. Donc moi, personnellement, je pense que oui, l'aspect titulaire manque. Peut-être pour se permettre d'être titulaire avec la Mannschaft, mais appelé pour avoir sa première sélection, là, je pense un peu plus. Ok, ça sera un débat à suivre. On finit rapidement ce podcast Lorenzo avec la place de Yann Bisek.
Est-ce que tu le vois du coup se pérenniser à ce poste de central droit ou alors, avec le départ très certainement de notre ami Stéphane De Vrij à l'été 2025, avec Acerbi vieillissant qui va être certainement resté pour la saison 2025-2026, qui pourrait être, enfin, qui en tout cas j'espère, sera quand même sa dernière, parce que notre copain Acerbi, il a quand même 37 ans, 36 ou 37 ans. On sait que l'Inter va recruter à ce poste, mais est-ce que Bissek doit swiper dans ce poste de libéraux et l'Inter doit recruter en central droit, ou est-ce qu'il doit rester en central droit pour toi, Bissek, et l'Inter doit faire sa recrue majeure au poste de libéraux? Est-ce que Bissek, tu lui vois une évolution à ce poste de libéraux? Oula. Alors, franchement, pour moi, il est très bien où est-ce qu'il est, excentré. Je trouve que c'est là qu'il est le meilleur. Peut-être leur centré pourrait lui apporter peut-être une palette qu'il n'avait pas. Mais pour moi, il doit se concentrer amplement sur le défenseur excentré droit et ne pas tenter quelque chose qu'il ne sait pas faire. Pour moi, libéraux, il est encore trop tôt pour le mettre là, beaucoup trop. Attendons de voir ce que l'Inter veut faire parce qu'il faut savoir qu'ils veulent recruter. Alors, à un moment, ça veut recruter, à un moment, ça veut lancer des jeunes. On ne sait pas trop ce que veut tenter Marotta, on ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête. Et vu qu'on connaît le personnage, on sait qu'il a des plans B, A, B, C, D, E en tête. Mais je ne pense pas que Bissek, il va être recentré. Parce que Inzaghi, c'est pas la personne qui va le faire, même s'il a déjà fait Kacherbi en le mettant défenseur excentré à gauche quand il met des vrais titulaires. Mais c'est pas quelqu'un qui est fan de le faire. Il a ses idées de poste bien en tête et je vois pas Bissek le changer de place. Je pense que pour le moment, il n'est pas assez mature pour jouer à ce poste de libéraux qui demande beaucoup de certains automatismes, aussi une concentration tout du long des 90 minutes où c'est un poste quand même assez exigeant, même si on le voit pas assez. Et je pense que même si voilà, ça peut toujours dépanner à ce moment-là, je pense que le fixer à ce poste, c'est peut-être pas la bonne chose. Et surtout, moi, c'est quelque chose qu'en fait que j'avais, enfin, pas que j'avais critiqué, mais qui m'avait beaucoup manqué avec De Vrij, notamment, c'était surtout la première saison d'Inzaghi. Et en plus, c'était bizarre parce que du coup, c'était avec son ancien coach, mais moi, les 2 premières saisons sous Conte avec De Vrij, moi, j'aimais bien quand des fois il sortait de son poste et qu'il allait lui-même casser des lignes par la course notamment. Et là, sur ces dernières saisons avec Inzaghi, et pourtant, on sait le nombre de joueurs qui se projettent en avant, il le faisait moins, et notamment sa première saison, il ne le faisait pas du tout. Et moi, c'était quelque chose que je regrettais, je regrettais beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup chez Stéphane De Vrij. Et en tant que libéraux, je pense que, enfin non, je pense, parce que sûr quand même qu'il fera plus les courses de projection qu'il fait régulièrement quand il joue central droit, Lorenzo. Et ça, c'est ce qui me manquerait le plus, parce que c'est quelque chose qui caractérise le jeu de Bissek quand même. Oui, et puis moi je pense que le seul qui peut peut-être tenter d'excentrer parce qu'il l'a déjà fait en sélection, c'est Bastoni. C'est le seul où il pourra le tenter. C'est le seul. Et d'ailleurs, j'ai une déclaration pour aller dans ton sens de Simone Inzaghi qui en a parlé il y a quelques jours. On lui a demandé, voilà, avec la blessure d'Acerbi, est-ce que entre Bissek et Bastoni, qui pourrait suppléer De Vrij à ce poste? Il a dit, j'aimerais voir Bissek dans l'axe ou à droite ou à gauche, entre guillemets. Donc en gros, un peu partout, mais avec l'absence de De Vrij et Acerbi, je préfère Bastoni dans l'axe. Il y a déjà joué avec l'équipe, avec l'Italie, pardon. Donc c'est vrai que je pense que Bastoni jouera un peu plus ce rôle, même si Bastoni, si on parle vraiment de quelqu'un qui nous manquerait avec ses dédoublements et ses centres, c'est clairement Bastoni. Moi, Bastoni, ce recentrage, je préfère encore mettre Bissek que Bastoni parce que ça me manquerait trop d'avoir de ces débordements de Bastoni. Il a encore un jeune âge, donc il a encore le jus pour le faire régulièrement. Quand il aura 30, 33 ans, là, on pourra en reparler de le laisser en libéraux, mais je pense que pour dépanner Lorenzo, je pense qu'on est d'accord de se dire, bon, allez, 1, 2 matchs, Bastoni libéraux, ok,
mais dans la continuité, clairement, pour moi, c'est pas un poste qui doit être le sien. Non, bah, c'est clairement pas son poste. Après, voilà, il sait le faire, il l'a déjà fait avec la sélection. S'il doit le faire, il le fera avec plaisir, hein. C'est un joueur qui arrive toujours à se projeter, même au centre. C'est ça qui est incroyable avec ce joueur, c'est qu'il est têtu comme une mule. S'il doit se projeter, il se projette. Et, euh, et puis dans tous les cas, franchement, cette année, il est tellement excellent défensivement que je suis sûr qu'il arriverait encore une fois à nous épater à ce poste. Après, ça veut peut-être dire que Palacios sera mis titulaire, peut-être, parce que je pense pas qu'Augusto C'est vrai sera que titulaire ce joueur à existe tous les encore. matchs. Bah, on verra bien, hein. Faut Lui, espérer. là, il est en formation, là, il est en stage d'immersion. Il prend des notes. Pour le moment, il prépare son rapport de stage, Palacios. Donc, on verra. Et là, pour le moment, il prépare le rapport de stage. Donc, faut pas être trop sévère. Ah bah, Là, il a pris des notes et tout. Après, là, Faut voir s'il les va le matchs tenter. pour Palacios, je regardais le Oui, calendrier. Franchement, les matchs. Je parle pas forcément titulaire. Titulaire, il jouera aucun. Mais même en remplaçant en fin de match et tout, parce que quand tu sais qu'il y a que 5 changements et que généralement les pistons changent, les attaquants, faut les changer et tout, j'étais en train de me dire quel match tu sors Bastoni et enfin, il reste assez de temps pour faire tirer Bastoni et te faire rentrer Palacios. Mais là, quand tu coches un peu toute la liste de matchs, il n'y en a pas beaucoup. Tu te dis, il y a 3-0 à la 60e, quoi. oui, bah, de toute façon, D'ici déjà, les 3 matchs, d'ici c'est janvier. mort, hein. Déjà, les D'ici 3 prochains matchs, c'est janvier. mort, hein. Quand tu vois Fiorentina, Leverkusen, Ouais. Lazio, tu sais très bien qu'il rentrera pas. Non, il y a Parme, hein. Il y a Parme avant. Avant ça, il y a Parme. C'est pour ça. Ah, il y a Parme. Bon, bah, même Parme. Ouais. Oh, peut-être Mais que même Parme, Parme, quoi. oui. Qui a prolongé d'ailleurs, punaise, information capitale que je devais dire dès le début du podcast, mais qui a prolongé d'ailleurs jusqu'en 2029 avec une revalorisation salariale à 1,5 million d'euros par an, si je ne me trompe pas. Information capitale qu'on a dit à la fin du podcast, comme d'habitude, voilà. C'est deux infos, on préfère les dire en fin de podcast. C'était pas si utile que ça de le dire au début, donc. Mais voilà. Mais d'ailleurs, c'est un bon signe, hein, cette prolongation qui a été suivie de la prolongation de Denzel Dumfries il y a quelques heures. Donc, c'est une bonne chose que ces prolongations soient bouclées. Merci Lorenzo pour le podcast. Bon, je pense que vous avez vu pour les auditeurs, Lorenzo il reste uniquement en vocal pour éviter qu'il y ait eu quelques petits bugs audio, mais vous inquiétez pas, c'est pas un souci. On essaye de corriger ça dans les prochains podcasts. Et nous, eh ben, on se retrouve pour un futur podcast. Et je peux même vous donner à l'avance le prochain thème qu'on traitera. Alors, pas forcément dans le focus en lui-même, là, c'est dans la série du focus, mais c'est des épisodes un peu plus particuliers parce que c'est en solo et sur un thème précis. On parlera du poste de libéraux pour prendre ce poste de libéraux après le départ probable, en tout cas, de Stéphane De Vrij, moins de Francesco Acerbi qui est en contrat jusqu'en 2026. Donc très certainement, ce sera De Vrij qui sera poussé vers la sortie à la fin de son contrat. Qui sera son successeur? On en parlera dans le prochain épisode de ce, entre guillemets, mini-focus. Merci Lorenzo, merci les auditeurs. Et comme d'habitude, vous en avez l'habitude, on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao à tous.